Le hangout des Wanenki du samedi 10 février 2017 a réservé un beau morceau d'imposture en la personne de Grégory. Le gaillard ne m'est pas inconnu. Il a commenté à plusieurs reprises mes vidéos sous son véritable nom, Grégory Aubel. Il a, dans ses commentaires, débité un grand nombre d'inepties platistes et complotistes, notamment à propos de l'aéronautique, domaine dans lequel il prétend travailler. Dans le hangout, il a d'ailleurs dévoilé son imposture lorsqu'il a été questionné sur les gyroscopes des avions. Sa réponse est édifiante. Un gyroscope, ça marche avec un système de densité, un système de poids. Voilà, mais savoir qu'il est raccordé à l'appareil, il est reprojeté si vous voulez, en cartographie numérique sur la planche de bord de l'avion. Mais c'est pas le gyroscope. Le gyroscope, c'est une grande supercherie. Alors je sais pas comment le développer. C'est un peu compliqué de le développer là. Mais non, le gyroscope est quelque chose déjà de mécanique. Voilà. Et en fait, il n'y a rien qui dans un avion qui rattrape la courbure terrestre. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est fabuleux. Quand vous avez justement une dépressurisation dans un appareil qui est en détresse, je sais pas si tu as déjà vu ça, Denki, si tu as déjà vu en plus, ils sont bêtes puisqu'ils vous le disent. Il y a une émission souvent qui passait à la télé avant. Bon, moi, je regarde plus trop la télé, mais c'était Mayday, danger dans le ciel. Parce que le pilote automatique, il peut faire droite, gauche ou tout droit. Il ne peut pas descendre ou monter. Et ça, c'est pas possible. Une personne travaillant dans l'aéronautique ne peut tenir un tel discours. Il ne peut ignorer que le pilote automatique peut tout à fait faire monter ou descendre un avion. Il arrive régulièrement que des atterrissages ou des décollages se fassent en mode automatique. Par exemple, lorsque les conditions de visibilité au sol sont exécrables par temps de brouillard. Sur son excellente chaîne YouTube, le pilote Guillaume Lafont a filmé quelques-uns de ses atterrissages en mode automatique en détaillant toutes les phases techniques de cette manœuvre. On doit aussi à Guillaume Lafont quelques belles vidéos prises de nuit depuis le cockpit où l'on voit les étoiles, exactement comme on peut les voir depuis un hublot en prenant des photographies en pose longue. Et cette vidéo, par exemple, rend caduques les affirmations de Rock Soker ou de Wanenki. Les quelques minutes que Grégory consacre au gyroscope et au gyrocompas dans un avion démontrent à l'envi qu'il n'y connaît rien et que son discours est une imposture. Imposture aussi son propos sur la terre plate dans la zone de montagne qu'il habite, Briançon, à quelques kilomètres de chez moi. Si Grégory avait eu l'idée d'abandonner YouTube et le net pour remettre les pieds dans le réel, il aurait pu assister, à Briançon même, à la conférence que j'ai donnée début 2016 sur les opérations de géodésie dans notre région. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, je vais lui offrir un petit exposé de rattrapage. Entre 1749 et 1754, un groupe de géodésiens et de cartographes, dirigé par Jean Bourset de la Seigne, a gravi bon nombre de sommets des Alpes du Sud, entre Grenoble et Vintimille, afin de dresser une carte magnifique et peu connue au 14 400e. Avant même de dessiner à l'encre et à l'aquarelle les feuilles de la carte, un immense travail de triangulation, de sommet en sommet, a permis de construire le canevas géométrique du sud-est de la France en tenant compte des caractéristiques locales de la courbure de la Terre.
Au tout début des années 1820, les astronomes italiens, Plana et Carlini, conduisirent dans la région, au mont Cenis, au mont Tabor, au Chaberton, sommets majeurs situés au nord de Briançon, des opérations importantes. Dans le cadre de la mesure du parallèle moyen de l'Europe, ils firent dans nos montagnes d'importantes expériences pour tenter des mesures précises des longitudes, ainsi que quelques-unes des premières mesures de la masse et de la densité de la Terre. À la fin des années 1820, le mont Pelvoux fut choisi par Adrien Durand pour être le sommet central du réseau de triangles du premier ordre qui permit de construire le modèle géométrique de la forme de la France métropolitaine. Espacées de 30 à 40 km, les stations de ce réseau géodésique et les triangles qu'elles dessinaient confirmèrent une fois encore que la Terre est une sphère convexe. En effet, les sommes des trois angles de chacun de ces triangles étaient systématiquement supérieures à 180 degrés. Et l'on constatait bien, de station en station, un enfoncement des points de mesure éloignés en raison de la rotondité de la Terre. Autour du Pelvoux, ce furent les sommets du Goléon, du Mourfroid, du Taillefer, du mont Tabor et de la montagne de Lure qui furent choisis pour compléter cet ensemble de triangles. Plus tard, ces mesures furent affinées par les géodésiens venus dans les années 1850-1860, terminer les travaux nécessaires à la carte générale de la France, ce que l'on appelle la géodésie du second et du troisième ordre. Et l'ensemble des carnets d'observation des géodésiens Davout, Meunier, Cousinard, Bourgeois, Courrier, Taffin, Smet, Vuillemot sont conservés dans les archives de l'IGN à Saint-Mandé ou au service historique de la Défense à Vincennes et ils sont librement consultables. Depuis les premières mesures en 1830, le sommet du Pelvoux, ou plus exactement la pointe du Rang à 3932 mètres d'altitude, est la borne géodésique la plus élevée de France, et elle a servi à chaque révision de la géodésie de notre pays. Si ces mesures locales de la courbure de la Terre sont ardues à comprendre, il n'en reste pas moins vrai que cette courbure peut néanmoins s'observer facilement en admirant par exemple l'arche anticrépusculaire, comme ici au lac des Gardioles, ou en se rendant compte depuis le fort de la Lozette que la barre des Écrins est située sous le sommet du Pelvoux. Chose strictement impossible sur une Terre plate, mais chose normale sur une Terre sphérique. Grégory pourrait aussi se rendre aux archives de l'Observatoire de Turin, proche de Briançon. Il y constatera que les ingénieurs qui ont construit le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis dans les années 1860 ont bien tenu compte de la courbure de la Terre afin que les deux galeries d'avancement se rejoignent avec précision, comme on le fait pour tous les tunnels ferroviaires. Il pourrait aussi se balader autour du lac de Serponçon pour se rendre compte, comme moi, que sa surface se courbe. Mais non, Grégory est un imposteur de la Terre plate, un de plus. Alors YouTube lui suffit et il s'en va faire le beau dans les hangouts des planets crétins.